C'est très sympa d'être venu. Pourquoi vous avanceriez pas un tout petit peu? Parce qu'il y a des... Voilà, on est entre nous pour l'instant. Les autres, ils vont arriver, mais comme ça, pour se parler, parce que le but de cette soirée, c'est vraiment l'échange. Donc on a une représentativité de tous les métiers, des professionnels de santé. On est tous confrontés à ces troubles du sommeil. Et donc le principe, c'est vraiment d'échanger. Il va y avoir des vignettes cliniques, des cas cliniques, on va dire. Et puis, voilà, on va échanger, on va se poser les questions. Et en attendant, non, c'est bon, je crois qu'on peut partir. Alors, voilà, docteur Launay, eh ben, vous allez commencer. Et alors, moi, j'ai le micro. Donc, si vous avez une question, je viens avec le micro. Voilà. Bonne session. Bonsoir à tous. Merci d'être venus après une journée de travail chaude et assez longue. Et on va parler ce soir de façon de mieux collaborer ensemble, de mieux apprendre à se connaître pour repérer et prendre en charge les troubles du sommeil. Alors, je m'occupe uniquement d'adultes. Donc vous allez voir que mon discours va être plutôt orienté vers les adultes, mais on pourra peut-être à l'occasion discuter de l'enfant et de l'adolescent. Alors en fait, je suis ici avec une double casquette. La première casquette, c'est que je suis médecin du sommeil à Neuilly, donc à l'Institut médical du sommeil qui est avenue Charles de Gaulle, où là, je fais des consultations pour prendre en charge les troubles du sommeil de l'adulte, tous les troubles du sommeil, et je fais des enregistrements. Et puis, je suis aussi présidente du réseau Morphée. Alors, je ne sais pas, je pense que certains d'entre vous connaissent le réseau Morphée, que je vais vous présenter un petit peu, parce qu'une des missions du réseau Morphée, c'est justement d'aider les professionnels de santé à mieux repérer et prendre en charge les troubles du sommeil avec différentes façons. Alors, les troubles du sommeil, en fait, vous savez tous qu'ils sont extrêmement fréquents. Les parcours de soins sont très mal identifiés, même en 2025. Les ressources sont relativement méconnues. Je pense que vous allez tous vous dire « Ah, mais tiens, mais il y a voilà, un dentiste qui fait des orthèses. » Enfin, voilà. Et on va tous trouver quelqu'un qu'on ne connaissait pas dans cette salle. Il y a au niveau de la médecine du sommeil, il y a des surspécialisations qui sont très opaques pour les patients, mais aussi pour les professionnels de santé. Moi, je suis pneumologue, mais je ne m'occupe pas d'asthme, mais en revanche, je m'occupe de narcolepsie. Enfin, voilà. Il y a vraiment quelque chose à clarifier pour tout le monde ici. Et du coup, la conséquence, on la voit tous les jours, c'est des parcours de soins qui sont complètement fragmentés, des patients en errance qui ont vu 4 ou 5 ou 6 professionnels de santé, des prises en charge qui ne sont pas forcément adéquates, et du coup, des dépenses de santé inappropriées. Et aussi, tout ça, ça génère un manque de confiance de la part des patients, qui n'est pas toujours très agréable à gérer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme difficulté et pourquoi agir localement à Neuilly-sur-Seine ? D'abord, moi, j'ai à cœur qu'on prenne en charge les troubles du sommeil de manière interprofessionnelle et interdisciplinaire à Neuilly-sur-Seine, parce que c'est là que j'exerce. Donc, comme je disais, il y a une méconnaissance des parcours spécialisés, une coordination qui est un peu insuffisante et du coup un accès inégal aux soins spécialisés pour la médecine du sommeil. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'identifier les ressources locales, de structurer un parcours clair pour favoriser la bonne orientation des patients. Alors on va peut-être pas faire ça ce soir, mais l'idée c'est qu'à terme, on ait des petites fiches où on sache à qui envoyer quel patient. Et puis, créer des liens concrets, mettre un nom sur des visages. Par exemple, le docteur Janton, je travaille avec lui depuis 3 ans, mais c'est la première fois que je le vois face à face. Donc, c'est un peu aussi l'aspect convivial de cette soirée. Alors, on vous a envoyé un petit questionnaire avant la soirée pour savoir un peu qui vous étiez. Alors, je ne sais pas si tous les gens qui ont répondu sont là et si tous les gens qui sont là ont répondu, mais on voit qu'il y a beaucoup de médecins généralistes, beaucoup de psychologues, ça c'est très bien, et puis après, le reste, ça se distribue avec différentes professions. Donc, voilà, des sophrologues, kinés, diététiciens, psychiatres, psychologues, etc. Et quand on vous a demandé si vous aviez déjà suivi une formation sur le sommeil, formation universitaire, post-universitaire ou autre,
grosso modo, 50% d'entre vous n'ont jamais eu de formation spécifique et 50% ont eu au moins une formation de base et peut-être pour certains d'entre vous une formation approfondie. Alors, les troubles du sommeil que vous voyez le plus souvent, évidemment, sans surprise, on a l'insomnie en tête de gondole, les troubles du rythme veille-sommeil, les apnées du sommeil, et puis ensuite, des choses un petit peu plus exotiques, de plaintes de somnolence excessive ou de syndrome des jambes sans repos. Alors, on a essayé aussi de coller à ce que vous attendiez de cette soirée. Et voilà, plus de la moitié d'entre vous souhaitent approfondir la prise en charge des troubles du sommeil, les approches non médicamenteuses, savoir vers qui orienter les patients, donc orienter vers les bons professionnels, et puis quand même de l'intérêt pour plein de choses, sommeil et santé mentale, la coordination interprofessionnelle, le repérage des troubles, et enfin, pour l'avenir, donc presque 40% d'entre vous étaient intéressés par un groupe de travail sommeil au sein de la CPTS. Il y a déjà eu des volontaires que je remercie et on va pouvoir justement peut-être à la suite de cette réunion proposer des fiches, des outils, etc. Une formation sur le sommeil pour plus de la moitié d'entre vous, donc il faudra peut-être qu'on réfléchisse à quel thème précis, parce que formation sur le sommeil, c'est très très long, savoir quelles sont les choses les plus importantes. On voit que l'insomnie est rencontrée par la majorité d'entre vous, donc on commencera peut-être par ça. Recevoir des outils, ça sera dans l'après-soirée. Vous aurez des outils, des arbres décisionnels et puis des accès à des brochures, etc. Et puis, une deuxième soirée sur ce thème. Bon, il n'y a qu'un tiers des gens qui sont enthousiastes pour ça, mais on verra à quel moment ça pourrait être pertinent. Alors, juste pour vous présenter le réseau Morphée, parce que la plupart des outils que je vais vous montrer et auxquels vous aurez accès par ailleurs, ils sont disponibles sur le réseau Morphée, donc on ne va pas réinventer la roue. Donc, le réseau Morphée, on peut avoir accès à des ressources, qu'on soit adhérent ou non. Donc, il y a des outils d'information et de prévention pour le grand public. Donc, ça peut être intéressant à donner à vos patients. On a un site internet, on est présent sur les réseaux sociaux, on a des brochures qu'on peut télécharger ou commander. On fait aussi des actions dans les écoles ou les collèges. Donc, si à Neuilly-sur-Seine, vous avez envie que le réseau Morphée vous aide à faire des actions dans les écoles, il n'y a pas de souci. Et puis, on peut faire des conférences. Pour l'aide à la consultation, on a plein de questionnaires qui sont accessibles. Malheureusement, pour l'instant, c'est des vieux PDF un peu moches. On espère pouvoir faire des PDF dynamiques sous peu. Et puis, vous pouvez demander les conseils des médecins, des 2 médecins et de la psychologue coordinatrice sur un cas particulièrement compliqué ou à qui vous ne savez pas, pour lequel vous ne savez pas adresser le patient. Et puis, on a aussi des petites mini-fiches conduite à tenir devant un ronfleur, conduite à tenir devant une insomnie de l'enfant. Et la particularité, c'est qu'en Île-de-France, les patients qui remplissent le questionnaire en ligne peuvent être orientés, en fonction de leur demande, vers un professionnel de santé spécialisé dans le sommeil, donc évidemment en fonction de l'analyse du questionnaire. Alors, si vous adhérez, pour la modique somme de 25 €, il y a des staffs cliniques et des staffs de supervision. Alors ça, c'est plutôt vraiment pour ceux qui sont vraiment impliqués dans la prise en charge des troubles du sommeil. Il y a aussi des formations avec différents formats, des mini-formations, des webinaires. Je vous donnerai les QR codes pour 2 d'entre eux à la fin. Et puis, pour les patients qui sont en situation de précarité, on propose aussi des ateliers d'insomnie, qui sont des sortes de TCC brèves pour l'insomnie. Ah ben voilà les QR codes. Donc, de toute façon, vous aurez tout ça, mais donc on a des brochures d'information pour les patients et on a 2 questionnaires, un questionnaire pour l'adulte, un questionnaire pour les jeunes. Le questionnaire pour l'enfant est en cours d'élaboration. Le patient peut remplir le questionnaire en ligne et récupérer une analyse un peu grossière de ses symptômes avec quelques conseils d'orientation. Et en Île-de-France, les patients adultes peuvent demander l'orientation vers un professionnel de santé. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas en France, mais c'est une de nos missions pour 2025-2026 pour les jeunes. Voilà, pour les webinaires, je vous donnerai accès à 2 webinaires. Le premier sur le sommeil,
sur les bases physiologiques, sur les bases de l'hygiène de sommeil. Et puis le deuxième, c'est plutôt sur dépister et prendre en charge les troubles du sommeil les plus fréquents en médecine générale. Et aussi, beaucoup d'entre vous sont amenés à voir des patients pour diverses raisons. Et ça peut être intéressant de connaître toute la panoplie des troubles du sommeil. Alors, sans plus attendre, on va passer à la table ronde. Et donc, je suis absolument ravie d'avoir un beau panel ici qui se tient devant vous. Je vais les laisser se présenter les uns après les autres. Ah ben, Marine donne son micro, c'est très bien. Et voilà. Alors, vous allez voir que c'est très interprofessionnel et interdisciplinaire. Jacques Ray, médecin généraliste depuis je ne sais plus. Bonjour, Alain Lurie, je suis pneumologue et spécialiste du sommeil. J'ai rencontré le docteur Ray avec qui je travaille depuis je ne sais plus combien de temps. J'avais ouvert le laboratoire du sommeil de l'hôpital franco-britannique à une certaine époque et maintenant je suis à Ambroise Paré. Et je ne sais pas s'il y a des psychiatres ici, ça m'intéresse. Voilà, très bien. Les psychiatres nous intéressent. Les non, médecins du sommeil adorent les psychiatres. Même pour les pneumologues, les problèmes de psychiatrie sont vraiment extrêmement importants pour gérer les malades qui ont des problèmes d'apnée. Commencez déjà. Vous pouvez poursuivre. Bonsoir à tous. Moi, c'est Victoire Joland. Donc, je suis ostéopathe, aussi installée à Neuilly-sur-Seine. J'ai fait de formations sur toutes les sphères oro-maxillofaciales et je m'intéresse sur les questions du sommeil aussi, tout simplement pour l'état de santé des patients et pour améliorer leurs conditions physiques. Et on s'est rencontrés au Congrès du sommeil. Et on s'est rencontrés au Congrès du sommeil. Merci. Bonsoir à tous. Antonia Guedard de la Haye, psychologue en libéral à Neuilly, membre du bureau de la CPTS et un peu à l'initiative de cette soirée avec parce que quand le docteur Lenoir nous l'avait proposé à la CPTS, j'ai été très fortement intéressée pour qu'elle puisse se faire. Merci. Bonsoir, moi je suis pharmacien Anne Salvi, je suis pharmacien à Neuilly-sur-Seine installé. Ça fait une vingtaine d'années et voilà, en tant que pharmacien, je pense qu'on draine beaucoup de problèmes du sommeil. Donc j'espère que ce sera intéressant. Merci. Donc moi je suis Pierre Heurtaud, je suis hypnothérapeute à Neuilly. Merci Sandrine de m'avoir invité. Et moi je reçois des patients qui, soit que Sandrine m'envoie, mais ou qui me trouvent pour solutionner des problèmes de sommeil via l'hypnose. Donc ça peut être très complémentaire, je pense, avec toutes les disciplines qui sont là. Merci. Merci. Timothée Janton, chirurgien dentiste à Neuilly-sur-Seine depuis un peu plus de 20 ans. Et maintenant, correspondant de Sandrine Lenoir depuis 3 ans, c'est ça? Voilà, 3 ans, oui. Donc moi, je fais les orthèses d'avancée mandibulaire qui sont parfois utiles dans les apnées du sommeil. Bonsoir, donc je suis Yohan Chenet, masseur kinésithérapeute spécialisé en rééducation maxillofaciale. Et du coup, je reçois pas mal de patients avec de l'apnée du sommeil. Bonsoir, moi je m'appelle Evelyne Saint-Prix, donc je suis sophrologue. Je remercie Sandrine aussi de m'avoir invitée ce soir. On s'est rencontrés à la CPTS aussi, donc s'il n'y avait pas eu de réunion de la CPTS, je ne connaissais pas ton existence. Exactement. Et donc moi, je suis installée dans le cabinet de kiné boulevard Richard Wallace avec Yohan, donc où il y a pas mal de monde qui circule. Et en tant que sophrologue, j'ai fait une formation aussi. Je me suis spécialisée dans les troubles du sommeil. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a une approche hyper intéressante justement dans tout l'accompagnement non médicamenteux qui peut se faire avec ces patients. Voilà. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va vous solliciter sur des petits cas cliniques. Alors évidemment, c'est des cas cliniques qui sont inventés. On ne va pas parler de vrais patients parce que l'idée, c'est plutôt de voir comment on peut travailler tous ensemble, plus avec vous qui êtes dans la salle. Donc il faut vraiment que ça soit fluide. Et donc on va commencer. On a 4 petites vignettes cliniques. Donc voilà les intervenants.
Alors on commence avec Catherine, qui est peut-être un cas que vous voyez assez facilement, quelle que soit votre profession. Elle a 45 ans et depuis un mois, elle a des difficultés d'endormissement. Une fois qu'elle est endormie, elle n'a pas de réveil particulier. Elle est stressée par son travail, elle rumine beaucoup au coucher. Elle utilise son téléphone pour se changer les idées quand elle n'arrive pas à dormir. Et elle consulte. Alors, soit elle va voir le docteur Salvi, soit elle va voir un médecin pour une prescription d'hypnotique. Donc, la première question, je vais la poser à Jacques, et puis après, les autres pourront aussi réagir. Quelle est ton approche initiale en médecine générale devant une patiente de ce type ? Alors, devant Catherine, vous m'entendez ? Non ? Bon. Devant Catherine, j'ai deux solutions. Soit mon emploi du temps est chargé et j'ai des réunions après et c'est la course. Et là, je vais me précipiter sur une ordonnance en disant vous prenez ça, on se revoit dans une semaine pour voir. Soit je me dis je suis parti pour une demi-heure de papote pour essayer de sortir un peu ce qui se passe en me disant ensuite je l'oriente vers un kiné, un sophro, un psychologue et éventuellement ensuite le spécialiste du sommeil. Voilà un peu les deux directions. C'est vrai que la première solution, c'est facile et rapide. Les pneumologues peuvent voir ce type de patient et je trouve qu'il faut faire très attention parce qu'il faut peut-être différencier les facteurs déclenchants et les causes. Le facteur déclenchant, c'est peut-être un stress aigu, un problème à régler. Et tout le monde ne réagit pas de la même manière à un stress donné. Certains vont faire une dépression aiguë et d'autres ne vont pas la faire. Donc le problème est peut-être de régler le problème à court terme, mais de ne pas diagnostiquer une dépression ou un trouble psychiatrique sous-jacent qui n'apparaît peut-être pas. Donc l'un des problèmes devant ce type de pathologie qu'on voit néanmoins, c'est de rechercher la cause et pas seulement le facteur déclenchant. Et là, moi, je vais juste prendre 2 secondes. Du coup, à nos psychiatres qui sont là, est-ce qu'elles auraient un petit tips à nous dire là, comme ça, sur une première consultation? On ne veut pas trop les hypnotiques quand même. Est-ce que vous avez, je ne sais pas qui de vous deux, Amel ou peut-être juste quelque chose à nous dire, soit même pour les psychologues, pour la pharmacienne qui va avoir quelqu'un en disant je ne peux plus, je ne dors plus. Il ne faut pas utiliser les écrans. Oui. Attends, j'amène le micro. Alors Kamel Ouezini, psychiatre, j'aurais la même conduite que Dr Ray, savoir insomnie depuis un mois. Je ne vais pas me précipiter sur les hypnotiques non plus et évaluer les causes, l'histoire, faire une bonne anamnèse pendant une 30 ou 45 minutes. Voilà. Moi, je le prends, du coup, j'ai le temps. Donc, je le prendrai. Est-ce qu'il y a d'autres médecins généralistes qui veulent intervenir ? Docteur Baptiste, est-ce que... non, pas de... Okay. Parce que nous sommes 3 médecins généralistes, alors c'est quand même pas mal. Alors, vous parliez des écrans en disant que c'était pas forcément une bonne idée. Donc, quels sont les conseils comportementaux que vous donneriez à Catherine dans cette première phase là où elle vient pour... Quand on décide d'aller dormir, il faut éteindre la lumière et pas utiliser les écrans. Parce que les écrans ont ce qu'on appelle la lumière bleue, qui en quelque manière font croire au cerveau que c'est le jour. Vous comprenez que... Voilà. Donc déjà, elle utilise son téléphone pour se détendre. Alors ça, évidemment, il a fallu lui poser la question. Donc, ce que disait Jacques, la demi-heure qui va être prise pour ça, ça comprend ça, effectivement, voir quelles sont les erreurs de comportement de sommeil. Et comme disait Alain,
ne pas se focaliser sur la plainte dans son endormissement, mais voir s'il n'y a pas quelque chose d'un peu sous-jacent. Et dans les autres conseils comportementaux, qu'est-ce que vous pourriez donner? Je pense peut-être à Evelyne, Pierre, est-ce que Les conseils comportementaux. Déjà, on se relaxe, on lit un livre, on prend une douche. Enfin, voilà, on essaye de... voilà, on mange pas trop gras et autres le soir, on boit pas d'alcool. C'est les signes pour se coucher. Alors, moi, je lis quand même, puisque je suis psychologue et orientée psychanalyste. Donc, je lis se sent stressé par son travail et utilise son téléphone au lit pour changer les idées. Donc, je fais l'hypothèse, par exemple, qu'elle utilise le téléphone, non pas parce qu'elle a cette habitude-là, mais pour se changer les idées, ne pas penser à ce qui l'empêche de dormir. Donc, moi, si le docteur Ray me l'adresse, je vais faire ce que le docteur, excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom, Lurie disait, je vais m'attacher aux causes. Donc, je vais, moi, comme le docteur Wazini, prendre le temps, puisque c'est mon travail, de discuter avec elle longuement, plusieurs séances, pour qu'elle élabore quelle est la difficulté qu'elle rencontre et qui l'empêche de dormir. Là, je vais me poser la question, est-ce que c'est la difficulté, elle est temporaire, c'est celle du travail, et dans ce cas-là, en quelques séances, les troubles du sommeil vont s'apaiser, ou si c'est plus ancien, si c'est un traumatisme, et alors là, il va falloir faire un travail un peu plus long. Alors, peut-être qu'on peut passer le micro au docteur Salvi sur les conseils en pharmacie. Non, il y avait d'autres... Pardon. Oui, je voulais simplement ajouter en traitement, enfin, complément de ce que disait notre psychologue aussi. Pour l'accompagnement, moi j'entends aussi beaucoup de stress par son travail, des ruminations aussi au coucher, donc avec des idées qui l'empêchent de s'endormir. Le téléphone portable également pour changer les idées. Donc nous, en tant que sophrologue, on a aussi le temps de faire une anamnèse longue pour bien identifier les problématiques de cette patiente et voilà, avoir une prise en charge complémentaire avec la psychologue pour pouvoir justement identifier la source de stress. Et nous, en sophrologie, plutôt d'aller chercher les causes, vraiment pour traiter les causes, on va plutôt aller soulager, donner des éléments pour aider la personne à s'apaiser, à se relaxer, à se détendre, et puis après, effectivement, aller travailler sur le sommeil. Oui. Oui. Ça marche. Merci. Donc, en complément de la psychologie, de la sophrologie, l'hypnose, ça va vraiment être un peu le même système. Et moi, ce que j'aime bien regarder, c'est à quoi sert le stress et à quoi ça sert de ne pas dormir. Parce que des fois, c'est quelque chose qui a été appris et qui était utile à un moment donné d'être en état de veille, par exemple quand on a des enfants et qu'il faut s'en occuper. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est redéclenché à ce moment-là, à la faveur d'un stress qui ressemble à des circonstances qui auraient pu déjà intervenir avant? Alors tout ça, c'est l'anamnèse spécialisée des gens qui vont vraiment se focaliser sur le sommeil de Catherine. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des fiches pratiques assez simples pour ne pas perdre trop de temps, parce que quelquefois on a des réunions du bureau de la CPTS après peut-être, pour ne pas passer trop de temps à détailler tous les conseils de somno-éducation, donc tous les conseils comportementaux dont vous avez parlé. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que auquel vos patients accrochent ou pas du tout? Parce que souvent on leur donne des papiers et... Ils sont très demandeurs. Oui. Si c'est bien fait, si c'est vraiment pratico-pratique, comme on peut le faire dans les
thérapie cognitive et comportementale qui marche très bien sur le sommeil d'ailleurs. Et quand on leur dit des trucs hyper pratiques, ils sont contents. Donc si en plus on leur dit quelque chose d'hyper pratique, mais qu'on leur donne le support en disant vous le relirez, comme un mantra, je crois, en tout cas moi les miens, ils seront contents. Et il y a quelque chose que Jacques a dit qui était très important. C'est on refait le point au bout d'une semaine. Parce que sinon, le risque, c'est que ça se chronicise. Alors du coup, je voudrais avoir l'avis du pharmacien. Du pharmacien. Alors, on a énormément de personnes qui viennent pour les troubles du sommeil, quel que soit l'âge. C'est assez terrible. Je fais juste un petit point aussi un peu différent. On a même maintenant des jeunes qui arrivent et qui veulent les gommes de mélatonine parce que copain, il a pris gomme de mélatonine et il dort avec. Donc ça devient très compliqué. Bon, après nous, on discute un petit peu au comptoir avec les patients. On peut les orienter sur d'autres thérapies, mais en fait, les patients, ils arrivent et ils veulent quelque chose. Demain, ce soir, ils veulent dormir. Donc c'est bien, toutes ces techniques, il faut les faire, mais ça ne va pas résoudre leurs problèmes et immédiat. Et donc, nous, on essaye de trouver des petites choses. On s'oriente plutôt sur les plantes, les huiles essentielles, des choses comme ça. La mélatonine, tout le monde en parle. On en a 200 000 possibilités. J'aimerais bien si quelqu'un est spécialiste là-dessus, qui me donne ces infos, parce que moi, personnellement, je ne comprends pas trop bien, à moins qu'on vive dans une cave toute la journée ou qu'on soit en décalage horaire. La mélatonine, je ne sais pas si ça fait grand-chose. En tous les cas, on en vend des tonnes. Oui, on en vend des tonnes. Donc, c'est quand même les plantes que l'on donne le plus souvent et tous les conseils qui vont avec. Voilà. Et si Catherine vient avec une prescription du docteur Ray pour une semaine de... Je sais pas, quelle est ta drogue de choix, Jacques? Tout dépend ce que le médecin donne. Ouais. Si c'est un hypnotique, voilà, là, des conseils supplémentaires. On va donner les conseils hygiéno-diététiques classiques, mais on va pas intervenir sur la prescription et rajouter quelque chose, parce que là, sur les grosses molécules comme ça, voilà. D'accord. Donc, Laure-Hélène, tu peux déjà marquer fiche de somno-éducation. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur le cas de Catherine, ceux qui... Oui, Moi, je voulais juste rajouter dans les conseils pratico-pratiques et rapides, en fait, tout ce qui recoupe les thérapies comportementales. Parfois, les patients, quand ils écrivent les problèmes, ils évitent de les ruminer. Ça peut être des techniques comme ça, très simples, pratiques, et des solutions directes, et des exercices de sophrologie, ce qu'on disait. Qui recoupe le corps et le mental. Dernière chose, je pense qu'il faut dire à la patiente, à Catherine, le sport c'est bien, mais surtout pas le soir. Oui. Alors, juste pour... le risque principal chez Catherine... Alors, en fait, je n'ai pas pensé à ce qu'a dit Alain Lurie tout à l'heure, qui était tout à fait vrai. Le risque principal, pour moi, c'est le passage à l'insomnie chronique, mais il y a un autre risque qui est effectivement de ne pas creuser la cause profonde de cette insomnie aiguë. Une surconsommation d'excitants, parce que si Catherine dort mal la nuit, elle va boire du café dans la journée. Le recours aux hypnotiques et bien surveiller l'évolution du trouble du sommeil pour pas qu'on se retrouve 10 ans plus tard à essayer de se débarrasser de tout ça. Alors, Pascal, c'est aussi un cas clinique assez fréquent. Il a 55 ans, il est en surpoids modéré. Il se plaint essentiellement d'une fatigue en journée avec des endormissements involontaires devant la télévision. La nuit, il se réveille plusieurs fois, il a du mal à se rendormir. Et sa femme et ses enfants, donc ça veut dire ses enfants, ils sont dans la pièce d'à côté, trouvent qu'il ronfle très fort. Donc, encore une fois, je donne la parole à Jacques. Quelle est ton approche en médecine générale ? En médecine générale, ce patient, il me fait penser à un syndrome métabolique qui a tous les risques de faire des syndromes d'apnée du sommeil. Donc, moi, je ne vais pas aller chercher l'apnée du sommeil moi-même. Je vais surtout aller chercher tous les facteurs de risque cardiovasculaire, obésité, diabète, etc. Donc, il va avoir un bilan biologique de débrouillage. Bon, bien sûr, je l'examine. Je l'interroge, je l'examine. Ça dépend s'il y a une réunion après, il a dit.
Tu veux dire que ça dépend, c'est genré, c'est ça? Non, mais là, il est en danger, ce garçon. Non pas que Catherine ne le soit pas. Mais donc là, je vais faire un bilan un petit peu pour orienter ensuite, savoir vers quelle spécialité et quelle aussi aide je vais avoir à utiliser. Moi, ils peuvent venir me voir en fait en premier. Ils peuvent venir voir un hypnothérapeute parce que gestion du poids et puis sommeil. Et donc là, c'est à moi aussi de bien les orienter pour qu'ils soient suivis sur de la médecine générale. Okay. Voilà. Et donc, vous savez tous à qui adresser Pascal pour un enregistrement de sommeil. Pardon, excusez-moi. Moi, oui. Non. Vous avez vos correspondants, vous savez qui va pouvoir le prendre en charge. Alors, donc, Isabelle Gauthier-Delahousse, je suis psychologue. Déjà, en effet, vers le médecin traitant pour qu'il puisse ensuite potentiellement être orienté vers... alors, je ne sais pas si on peut se présenter spontanément dans un institut du sommeil ou des choses comme ça, ou s'il faut une... Non, bien sûr que non, il faut un courrier du médecin traitant, bien sûr. Mais donc, du coup, je pensais à ça, en fait, ces instituts du sommeil qui peuvent permettre de faire un rapide scannage de ce que je comprends. En fait, quand je parlais de parcours un peu opaque, c'est que souvent, Pascal, avant d'aller voir son médecin généraliste, il va aller sur Internet et il va essayer de trouver quelqu'un qui va s'occuper de son gonflement ou de sa fatigue. Et du coup, Pascal, souvent, va nous arriver en consultation sans être passé par le médecin généraliste. Donc... Bon, quand il tombe sur un bon médecin du sommeil, ça va, mais il y a aussi, comme je vous disais, des surspécialisations. Et là, il y a quelque chose d'assez particulier chez Pascal. D'accord, on a bien compris, un homme de 55 ans au surpoids qui ronfle et qui s'endort dans la journée. Voilà, même dans les premiers cycles des études de médecine, ça fait tilt pour les apnées du sommeil. Mais qu'est-ce qui est particulier chez Pascal, là, qui complique la donne? La fatigue permanente. Ouais, la fatigue, ça peut être la conséquence. Involontaire. Non, tout ça, ça fait partie du tableau du SAS, mais en fait, il a de l'insomnie, Pascal. Donc, et c'est ça, quand je dis qu'on est surspécialisé, donc là, maintenant, je vais passer la parole à Alain, peut-être. Chez Pascal, bon, enfin, essaie de se faire l'avocat du diable. Chez Pascal, est-ce que tu choisirais une polygraphie ventilatoire ou une polysomnographie, et pour quelle raison? Moi, je répondrai à cette question tout à l'heure. Je pense que pour répondre à une question, pour donner une réponse, il faut poser la question. La question chez ce patient n'est pas de savoir s'il a de l'apnée, mais de savoir pourquoi il est fatigué et pourquoi il est somnolent. L'une des possibilités probables, l'un des risques importants, est bien le risque d'apnée obstructive du sommeil. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut penser au futur, c'est-à-dire lorsque vous allez traiter le patient. L'un des problèmes majeurs du traitement de l'apnée obstructive du sommeil par la pression positive continue, c'est l'observance thérapeutique. Si vous avez un patient qui a des troubles de l'horloge biologique, c'est-à-dire qu'il se couche il a un retard de phase, il se couche à 2 heures du matin et doit partir travailler à 8 heures. Donc il restera somnolent. Et il aura des difficultés à utiliser éventuellement. Il pourrait avoir des difficultés. Si vous ne recherchez pas une anxiété majeure ou des conflits familiaux, il ne va pas supporter sa CPAP. Il ne va pas la supporter. Donc l'évaluation d'un patient qui a une fatigue excessive et qui a une somnolence excessive, bien sûr, passe en premier ou pas en premier, peu importe, passe par la recherche de l'apnée obstructive du sommeil, mais des comorbidités associées. Et c'est la prise en charge globale de ce patient qui permet, on l'espère tous, un succès thérapeutique. Donc, je vais essayer maintenant de répondre absolument. à ta question. Ce que je voulais dire, c'est que très souvent, les gens vont se précipiter vers la suspicion d'apnée du sommeil, effectivement, sans du tout prendre en compte tout le reste. Et après, on va se retrouver avec un patient qui va être déçu de la prise en charge parce que ça ne va pas correspondre
à ses pathologies, parce que visiblement, Pascal, il a plus qu'une chose à la fois. Donc, c'est pour ça que nos consultations sont si chronophages et qu'on n'a pas le temps de faire de réunion. C'est parce que Pascal, c'est au minimum une demi-heure pour effectivement passer en revue bien d'autres choses que le ronflement et les endormissements devant la télévision. Alors, pour se faciliter la vie et pour parfois ne pas avoir trop de retard, on donne des questionnaires à nos patients en salle d'attente. Alors, ça les occupe et ça nous permet d'aller plus vite. J'ai amené ici des questionnaires, mais vous pourrez sûrement les trouver sur le site du réseau Morphée. Ce sont des questionnaires d'Epworth, que vous connaissez, qui est un très mauvais outil d'évaluation de la somnolence. Il a une spécificité, une sensibilité extrêmement mauvaise. Plus de 50% des gens, on ne va pas rentrer dedans. Donc c'est un mauvais outil, mais c'est le seul qu'on a. Il y a des questionnaires de dépression pour ceux qui ne sont pas spécialistes de la dépression. Moi, j'utilise le Hospital Anxiety Depression Scale, qu'on peut trouver, que j'ai ici si vous le voulez, mais qu'on trouve partout sur Internet. Et puis, il y a des échelles de sévérité de fatigue. Et puis, il y a des échelles de sévérité de l'insomnie, qui sont des outils importants, qui permettent d'avancer dans le diagnostic et de voir quelles sont les composantes. Et le bilan cardiologique chez cet insuffisant cardiaque borderline qui va développer concomitamment des apnées centrales. Donc le bilan de ce patient est assez complexe au départ. Et sur le plan du diagnostic, il y a quelque chose, et donc là on revient à cette histoire de parcours de soins parfois un peu trop opaque. Pascal, il a de l'insomnie, et si on fait une polygraphie ventilatoire, on risque de sous-estimer la sévérité de ses apnées. Et donc là, c'est un patient typique, même si on a une forte suspicion de syndrome d'apnée du sommeil, il faut faire une polysomnographie. Ce qui veut dire... Excuse-moi, Sandrine, est-ce que tu pourrais nous expliquer différence. Hyper rapidement la différence en termes simples, parce que je pense qu'on ne la connaît pas. La polygraphie ventilatoire, ça consiste à enregistrer les paramètres respiratoires. En plus de ça, on a la fréquence cardiaque, mais en gros, on va enregistrer la respiration. On ne sait pas si le patient dort ou ne dort pas. On peut avoir des indices, mais grosso modo, on enregistre la respiration. Donc, chez un patient qui dort très bien, qui ronfle toute la nuit, on ne va pas avoir de difficulté, on pourra établir un diagnostic précis. La polysomnographie, on enregistre les mêmes signaux respiratoires, mais en plus de ça, on a les signaux électroencéphalographiques, au kilogramme et électromyogramme mentonnier qui vont nous permettre de dire si le patient dort ou ne dort pas, et s'il dort, dans quel stade de sommeil il est, et surtout s'il a des micro-éveils. Donc la polysomnographie, et je vais laisser brièvement Alain dire deux mots là-dessus, la polysomnographie est un examen complet, chronophage et un peu lourd, mais qui va nous donner des tas d'informations. La polygraphie est un examen qui est suffisant chez beaucoup de patients, mais qui chez d'autres va avoir tendance à sous-estimer la sévérité des apnées parce qu'en fait, on divise un numérateur par un dénominateur qui n'est pas le temps de sommeil. Alors, là, la polysomnographie permet de mesurer le sommeil, comme vient de le dire Sandrine, alors que quand vous définissez un nombre d'apnées, en polygraphie, c'est un nombre d'apnées par heure d'enregistrement. Vous ne savez pas s'il a dormi ou pas. Dans polysomnographie, c'est par heure de sommeil, des apnées du sommeil. Alors, premièrement, quelles sont les recommandations? Et deuxièmement, qu'est-ce que nous faisons? Quelles sont nos pratiques? Les recommandations, il y a deux types de recommandations, les recommandations françaises et les recommandations, disons, américaines. Les recommandations françaises sont très affirmatives et disent quand il y a un risque important, quand il y a une probabilité importante d'apnée, on fait des polysomnographies. Alors là, on pourra revenir sur cet élément si vous le souhaitez. Les recommandations américaines disent « may be used ». Ça veut dire « peut-être »,« pourrait être ». Ça ne veut pas dire que ce n'est pas comme les recommandations françaises, c'est la polygraphie, quand il y a un grand risque d'apnée, on le fait en premier. Bon. À titre personnel, je trouve que ce n'est pas tellement chronophage, parce que quand on doit refaire 2 fois le même examen, parce que finalement on n'a pas le résultat, et ça dépend du recrutement. Moi j'ai souvent des patients de deuxième intention,
et qui sont multicomorbidités. Et donc, je préfère, moi, la polysomnographie d'emblée. Mais ça tient à mon recrutement. Hein. D'accord. Et en fait, pour nous, que ce soit n'importe quel professionnel de santé, finalement, vous, dans vos centres, vous faites les deux, donc c'est vous qui allez choisir. C'est pas nous qui allons... Moi, je fais les deux, effectivement. Alain fait que des polysomnographies, donc il peut plus, peut le moins. Donc ça, c'est pas... Mais il y a des confrères et des consoeurs qui ne font que des polygraphies. Donc je pense que dans un futur annuaire, dans un futur annuaire, il faudrait bien préciser qui est capable de faire quoi, et dans un futur algorithme décisionnel, bien mettre en évidence les facteurs qui vont faire dire « Ah, attention, ce patient, il est plus compliqué que Madame Machin, je vais l'envoyer à quelqu'un qui saura choisir entre polygraphie et polysomnographie. » D'accord. Et juste, peut-être avant de passer à la vignette, je sais pas, on a tous des patients qui ont maintenant leur montre connectée. Et j'avais cette question-là. Alors je sais, hein, c'est pas, contre vous spécialistes, c'est sûr que. Mais nous, qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Est-ce qu'on doit porter attention quand ils nous disent ma montre m'a dit que, ou on laisse complètement tomber ? En étant vraiment pour la base. Hein. Moi, j'ai eu des consultations lunaires avec ça. Où, en fait, on se bat contre une croyance qui est ancrée dans la tête du patient, basée sur sa montre. On fait ce qu'on peut. Et puis, surtout, on leur fait faire des agendas du sommeil. Et puis après, on compare tout. On compare l'agenda du sommeil, la montre connectée, si on a fait une polysomnographie, la polysomnographie. Et alors, il faut quand même être très humble, parce qu'on peut affirmer au patient que c'est pas du tout fiable, que c'est n'importe quoi, le pourcentage de sommeil profond. Et puis, sur la polysomnographie, on tombe sur exactement le même pourcentage. Donc voilà, il faut juste, comme d'habitude, mettre un peu d'eau dans notre vin. Mais c'est pas quelque chose qui est fiable. Ça peut aider les patients. Alors, on n'a pas de cas de troubles du rythme veille-sommeil. Ça peut aider les patients dans leurs efforts pour régulariser leur temps de sommeil. Mais c'est à peu près tout. Donc, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi avec la consultation lunaire également. Alors, effectivement, moi, j'ai tout à fait la même attitude que Alain et que Jacques, qui voyait dans ce patient pas juste un ronfleur qui s'endort devant la télé, mais un patient qui est à risque et qu'il va falloir prendre en charge dans sa globalité. Et alors, c'est pas à vous forcément de faire ça, mais nous, quand on reçoit ce patient pour un enregistrement de sommeil, il va falloir forcément rechercher une dette de sommeil. On ne sait pas ce que fait Pascal, il est peut-être technicien de nuit ou il fait peut-être des astreintes ou je ne sais quoi. Il va falloir rechercher un syndrome dépressif, parce que si on traite par PPC un patient qui s'endort et qui est fatigué et qui dort mal parce qu'il est dépressif, ça ne va pas beaucoup l'aider. Et puis, donc, quand il y a une insomnie, la polysomnographie, c'est ça qui va permettre de faire le diagnostic. Mais donc, je pense que là, le groupe de travail a son travail un peu mâché sur le type de parcours de soins à mettre en place. Alors ensuite, on arrive à Geneviève. Geneviève a 72 ans. Elle se réveille plein de fois la nuit. Elle se réveille à 5 heures du matin depuis 1 an. Elle a des cervicalgies la nuit. Elle se plaint essentiellement de la fatigue en journée. Alors, voilà, on recommence les médecins généralistes sur la ligne de front. Et si on demandait à notre gériatre ? Ah bah oui. Voilà. Je suis contente d'avoir quelqu'un d'un peu plus âgé, même si c'est jeune, quand même, 72 ans. Oui, 72 ans, c'est tout est relatif. Alors, chez Geneviève, j'ai pas beaucoup d'anamnèse, mais j'imagine que c'est multifactoriel. Alors, Geneviève n'existe pas, on est d'accord. Oui, bien sûr. Ma première question, c'est quels médicaments elle prend, parce que est-ce qu'elle se lève pour faire pipi parce qu'elle a des diurétiques. Deuxième question, c'est comment elle vit. Est-ce qu'elle vit seule? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle est isolée? En savoir un petit peu plus sur son mode de vie. Lever précoce. Ses douleurs. Le lever précoce. Alors, à quelle heure elle se couche? Parce qu'on sait que les cycles du sommeil du sujet âgé sont plus courts.
et que souvent il se couche très tôt, donc il se lève tôt, et que peut-être qu'elle a eu suffisamment de sommeil. Bon, elle est fatiguée la journée. Qu'est-ce qu'elle fait dans la journée, ses activités? Est-ce qu'elle sort? Est-ce qu'elle est grabataire? Ça, je ne sais pas. Et en tant que gériatre, à quel moment vous soulevez la question d'un possible syndrome d'apnée du sommeil? Alors moi, je pose les questions un peu de l'échelle Epworth. Savoir, alors après c'est difficile si elle vit seule, mais savoir si elle ronfle, si elle s'endort facilement devant la télé, enfin les différents critères. Après, bon, c'est vrai que moi je suis gériatre, donc je pense toujours aussi aux troubles cognitifs, parce qu'il y a quand même troubles cognitifs et troubles thymiques, quand même un lien important avec les troubles du sommeil. Peut-être qu'elle a une maladie d'Alzheimer débutant et que du coup elle a les troubles du sommeil associés. Voilà, donc il me manque un petit peu d'infos. Oui. Et alors, vous, les généralistes, face à Geneviève, vous allez assez facilement l'adresser à une gériatre ou un gériatre? Non, ils ne veulent pas parler. Non, mais on va pas. Ben, sinon, on a à notre disposition plein de professionnels de santé, donc c'est à eux, vers eux qu'on va se tourner. Alors, Geneviève vient en pharmacie et puis elle veut de la mélatonine en gomme. Voilà. Moi, je vais recommencer avec mes plantes, parce que Geneviève, effectivement, elle est peut-être polymédiquée pour autre chose, donc je vais faire très attention. Et comme disait Madame, quand on vieillit, on dort moins bien, donc ils se lèvent tous plus tôt. Après, si ça la dérange vraiment, je l'oriente vers son médecin. Je fais pas grand-chose. Non, mais je veux pas qu'elle tombe la nuit parce qu'elle se lève ou enfin des choses comme ça. On fait attention à tout ça. Nous, c'est pas si vieux. Oui, c'est vrai. On va dire 82. Elle a des douleurs cervicales la nuit. Il faut que je reprenne. Elle a des douleurs cervicales la nuit. Alors, Victoire, est-ce que vous auriez des choses à proposer à Geneviève pour l'aider? Parce que les douleurs, ça peut être une cause d'insomnie. Oui, merci Sandrine. Alors, on va identifier aussi la cause des cervicalgies, en fait, voir avec les médecins justement s'il y a une origine d'arthrose, si c'est une phase aiguë, inflammatoire. Et ensuite... Comment? Ouais. Ah oui, pardon. Seulement la nuit? Comme tu veux. Parce que souvent, c'est... Mais très bien, imaginons la nuit. Donc, en ostéopathie, on peut essayer de relâcher vraiment les cervicales, de détendre toute la sphère des épaules, du crâne. Et ensuite, ce sera aussi des conseils un petit peu positionnels par rapport à l'oreiller pour mettre la région cervicale au repos et éviter les contractions réflexes et les autres tensions annexes de type bruxisme, le serrage de dents, qui peuvent aussi accentuer les cervicalgies la nuit. Alors, est-ce que nos collègues sophrologues, psychologues et hypnothérapeutes ont des... Non, justement, je discutais avec Johan, spécialisé en maxillo. Je viens de lui dire qu'elle peut avoir un bruxisme nocturne. Alors, chez les patientes âgées qui sont un peu frêles, c'est un peu plus rare. Mais s'il y a des prothèses qui sont mal adaptées, etc., ça peut donner pas mal de soucis. C'est pas facile à corriger. Mais au Et moins, ça, il faut qu'on soit pluridisciplinaire, mais ça peut se faire. Ça peut aider. Donc c'est intéressant. En fait, c'est pas facile à corriger, mais en combinant les soins de l'ostéopathe, du dentiste et du kiné, on peut arriver à soulager Geneviève et donc son sommeil, améliorer son sommeil. Oui, et du coup, s'il y a un bruxisme nocturne, on va vérifier s'il y en a un diurne aussi. Et s'il y en a un diurne, rééduquer celui diurne pour essayer de faire lâcher le nocturne. Et puis à vérifier, elle a des cervicalgies la nuit, mais est-ce que c'est des cervicalgies qui la réveillent ou si c'est lorsqu'elle se réveille qu'elle se rend compte qu'elle a des douleurs? Et à ce moment-là, ça va pas être la même chose. Est-ce que c'est une cause de mauvais réveil, mauvaise nuit, ou est-ce que c'est juste une conséquence qu'elle sent au réveil? Oui, voilà, je reprendrai après. Donc moi, je vais peut-être essayer de complexifier un peu la situation en repartant de la réflexion de notre collègue gériatre.
Et je travaillais à domicile, en fait. Et si on peut supposer que Geneviève a du mal à se déplacer à des rendez-vous médicaux, et je rebondissais sur le polyprofessionnel, et qu'elle ne peut pas aller à tous les rendez-vous, et qu'elle a besoin que les rendez-vous viennent à son domicile. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour travailler tout ça? Il y a encore quelques professionnels, on se déplace. Heureusement. Oui. Il y a des kinés qui se déplacent. Moi, sophrologue, j'ai été amenée, par exemple, à faire un accompagnement chez une personne qui ne pouvait pas se déplacer, justement. Donc, dans des cas effectivement exceptionnels où les personnes ont besoin, je pense qu'on est là aussi pour compléter les traitements et les prises en charge. Donc ça, c'est si ça répond à votre question, déjà. Tout à fait raison, Et le fait de se déplacer, excuse-moi, le fait de se déplacer permet de voir où elle vit, comment elle vit, de regarder un peu son frigidaire, de regarder plein de choses comme ça de sa vie. Est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux qui favorisent son insomnie? Et justement, je demandais, Valérie, qui est infirmière et qui fait que du domicile, si tu pouvais nous dire un petit peu, toi, parce que ça doit être une plainte que tu dois avoir souvent. Oui, c'est une plainte récurrente qui n'est pas toujours solutionnée. On a des patients même qui doublent leur prise de zopiclone, par exemple. Bon, ils appellent le pharmacien avec nous pour que le pharmacien dise ce n'est pas bien du tout. Mais bon, on réoriente en général vers le généraliste. Et est-ce que ça vous aiderait d'avoir des conseils de somno-éducation plus spécifiques du sujet âgé? Parce que là, tout à l'heure, on a parlé de quelque chose d'assez général qui peut s'appliquer à Geneviève. Hein. C'est pas parce qu'elle a 72 ans qu'elle n'est pas sur Facebook toute la soirée. Hein. Mais il y a peut-être des choses plus spécifiques de la personne âgée. Il faudrait peut-être, Laure-Hélène, si tu prends des notes, penser à faire des fiches spécifiques pour différentes tranches d'âge. On a la personne âgée, mais on a aussi tous les patients qui ont des traitements chimiothérapiques, qui peuvent être dans des phases où ils n'en pas bien. Oui. Bon, là, ça dépend un petit peu la réunion d'aujourd'hui. Je dirais que oui, c'est très important, ces fiches. Pour le médecin aussi, ça serait une fiche comment... parce que Geneviève, elle n'a pas de médicaments, mais, ou elle en a peut-être, mais on a plein de patients qui ont des traitements et on a envie de les arrêter. Et ils disent, non, mais j'en ai encore une aujourd'hui qui prend son Lexomil, un comprimé tous les jours. Et je lui dis, ben non, il va falloir qu'on diminue. Ah oui, mais je peux pas. Et, ouais, donc en complément de tout ça, moi je vais aussi creuser la sphère émotionnelle en fait. Voilà, tout ça c'est associé à quoi? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a un stress particulier? Et travailler là-dessus en complément. Et puis compléter en sophrologie avec justement comment gérer tous ces réveils nocturnes quand elle se réveille, lui proposer des exercices peut-être de respiration, pour pouvoir retrouver le sommeil plus facilement. Et puis voilà, chasser peut-être les idées. On ne sait pas, peut-être qu'elle a des ruminations aussi de nouveau. Accepter, enfin gérer sa douleur si elle a ses douleurs la nuit. Donc voilà. Et puis parce que c'est vrai que elle se réveille souvent, elle est fatiguée en journée, donc peut-être que le matin elle se réveille, elle n'a pas eu un sommeil réparateur, on ne sait pas. Donc voilà, il y a aussi ce travail. Les comportementaux vont vraiment dépendre de toute Oui, cette oui, bien sûr. évaluation qu'on va faire. Ok, alors on en finit avec Geneviève. Je peux juste dire un mot parce que tu as posé une question très intéressante qui est quand faut-il rechercher des apnées chez Geneviève? Alors, le problème de l'âge et de l'apnée est un sujet très intéressant parce que si on part de 20 ans, disons jusqu'à 60, vous avez les apnéiques, cette courbe des apnéiques qui augmente en prévalence de façon importante, disons jusqu'à 55-60 ans. Et à partir de là, la courbe se divise en deux. Soit vous avez une courbe, la prévalence reste stable, et ce sont des apnéiques qui sont somnolents, soit la courbe monte, continue à augmenter, c'est-à-dire que la fréquence des apnéiques augmente avec l'âge, sauf que ces apnéiques ne sont pas somnolents. Donc, tu as posé la question, quand faut-il rechercher de l'apnée chez des sujets
âgés. Alors bien sûr, s'ils sont somnolents, ça aide, mais s'ils ne le sont pas, il faut rechercher le contexte. Parce que si on regarde la valeur des symptômes, dans la valeur prédictive des symptômes, le meilleur, c'est les ronflements très très forts qui doublent la probabilité d'avoir de l'apnée. En fait, les symptômes en tant que tels sont peu prédictifs de l'apnée parce qu'on peut être somnolent parce qu'on ne dort pas, on a fait un marathon ou je ne sais quoi, et également avoir de l'apnée. Donc chez Geneviève, pour être tenté de rechercher de l'apnée, il faut rechercher les comorbidités. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est insuffisante cardiaque? Est-ce qu'elle est hypertendue? Est-ce qu'elle est diabétique? Et chez ces populations-là, le risque d'avoir de l'apnée, il est en gros 20-30%. Il est encore plus élevé si Geneviève est très très grosse, mais elle n'a pas l'air très très grosse sur la diapo. C'est ChatGPT qui a décidé qu'elle était plutôt mince. Et donc, pour être tenté de lui proposer une polysomnographie, il faut rechercher des troubles métaboliques et il faut rechercher un diabète métabolique. Il faut rechercher une hypertension, une insuffisance coronaire. Et là, on dit, ah, il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être, en fait, Geneviève, elle a peut-être l'insomnie, la dépression et un peu d'apnée. Faut-il les traiter? C'est encore un autre sujet, ça. Mais voilà, pour répondre à la dernière question que je trouvais intéressante. Alors, je suis ravie qu'on ait une gériatre à Neuilly, et puis il y en a sans doute d'autres. Juste pour vous dire, une des médecins coordinatrices du réseau Morphée est gériatre et spécialiste du sommeil. Et elle a fait un petit répertoire des psychogériatres et des spécialistes du sommeil qui sont très peu nombreux en Île-de-France. Donc, vous pouvez y avoir accès aussi sur le site du réseau Morphée. Et on termine avec Valérie qui pose un problème que nous, on voit assez fréquemment, mais je suis sûre que vous aussi. Elle a 53 ans, elle n'est pas obèse. On lui a récemment diagnostiqué un syndrome d'apnée du sommeil obstructif, qui est globalement modéré, mais sévère en décubitus latéral. Excusez-moi, décubitus dorsal. Ma langue a fourché. Sévère en décubitus dorsal. Elle a bien compris l'importance du traitement, mais elle ne supporte pas le masque de PPC qui était indiqué compte tenu des résultats de l'enregistrement, malgré divers changements, divers réglages, etc. Donc du coup, elle dort sans sa PPC la plupart du temps. Elle reste très fatiguée en journée. Son conjoint est gêné par le ronflement et les apnées. Et donc, avant de jeter la PPC avec l'eau du bain, est-ce que Evelyne, Pierre... Déjà en sophrologie, nous on va beaucoup travailler sur la gestion d'apprivoiser en fait son appareil, vivre avec arriver à dormir avec son appareil. Et puis aussi, il y a un point qui est important, c'est qu'elle est très fatiguée, donc elle dort pas bien. Donc on va aussi pouvoir aller travailler sur la gestion de son sommeil. Donc lui faire revivre, par exemple, une nuit paisible, comme elle a pu faire, pour pouvoir l'aider à retrouver et se réveiller le matin pas fatiguée. Oui, moi je vais voir à quel endroit en fait l'appareil pose un problème. Qu'est-ce que ça ramène, pareil au niveau émotionnel. Et puis complètement faire basculer avec un autre ancrage qui va permettre d'accepter cet appareil-là beaucoup plus facilement. Est-ce que les patients comme ça se présentent à la pharmacie pour demander quelque chose à part la mélatonine? C'est la mélatonine bashing aujourd'hui. Pour les aider à supporter, à passer cette première période d'adaptation au masque? Ils peuvent venir pour se plaindre, effectivement, qu'ils n'arrivent pas. On donne rien de plus que des conseils pour absolument utiliser l'appareil, en essayant de leur montrer le gain que peut leur apporter ce traitement. Voilà. C'est la seule chose. Donc là, c'est du conseil pur pour vraiment qu'ils acceptent. Ok, très bien.
Alors, on va dire que malgré les bons soins de Madame Saint-Prix, Valérie n'arrive pas à s'adapter à la PPC. Alors, pour beaucoup de patients et aussi pour beaucoup de médecins, syndrome d'apnée du sommeil, ça veut dire PPC. Alors, évidemment, c'est pas ça, heureusement. On a des alternatives et donc là, je me tourne vers Timothée. Dans quel cas est-ce qu'on peut proposer une orthèse d'avancée mandibulaire? Quels sont les bons candidats Les bons candidats, surtout ceux qui n'arrivent pas à supporter la PPC, justement. Après, il y a des études qui ont montré que on pouvait faire des orthèses d'avancée mandibulaire en première intention. C'est pas que mon travail, donc c'est mon travail, mais je veux dire, je fais pas que ça, donc je suis pas spécialisé exclusivement dans l'avancée mandibulaire. Après, je sais que c'est simple à faire. Il faut que le patient, en général, ils arrivent bien à le supporter. Je ne sais pas s'il faut que j'explique ce que c'est, parce que vous savez tout ce que c'est ou pas? Alors, le principe de la... Vous me contredirez, cher confrère, puisque vous êtes spécialiste dans les apnées, c'est que quand le patient dort, surtout en décubitus dorsal, la langue part vers l'arrière et vient obstruer les voies respiratoires, et donc ça bloque, et le patient, soit il ronfle, en fait, quand ça fait des petits allers-retours comme une valve, soit ça s'arrête et il fait des apnées du sommeil. Et donc l'orthèse d'avancée mandibulaire, le principe, c'est que ça va avancer la mandibule vers l'avant et donc maintenir l'espace libre à l'arrière. Alors, ça contraint donc à forcer la mâchoire du bas, donc la mandibule, vers l'avant, plus ou moins fortement. Il y a des mesures à faire. Et il faut que ce soit efficace sans que le patient se réveille avec des douleurs. Donc on a des espèces de petites biellettes de chaque côté qui font avancer le système plus ou moins fort. La limite, si le patient ne supporte pas non plus les gouttières, certains avantages sont... C'est facile à transporter par rapport à une PPC quand même, parce que c'est une boîte, hein, c'est assez simple. Après, je pense que ça ne peut pas résoudre tous les cas, parce qu'en cas de fort syndrome, je pense que c'est pas efficace, notamment en première intention. Oui, alors c'est ce qu'on dit assez facilement, mais là c'est comme les montres connectées, il faut rester très humble, hein, parce que les patients avec qui on dit non mais l'orthèse, bon si vraiment vous voulez plus de machine, allons-y, on va mettre une orthèse et puis mais vous allez voir ça marchera pas, et ils reviennent et ils sont très très améliorés. Donc voilà, il faut rester prudent et leur dire qu'il y a des facteurs de bonne réussite, de mauvaise réussite, et effectivement. Le fait qu'elle s'assoie surtout sur le dos, ça peut être un facteur de bonne réussite, mais il faut toujours être assez prudent dans ce qu'on peut proposer comme solution. Alors, pour conclure, j'ai eu un patient qui est malheureusement... c'est pas moi qui l'avais fait, cette orthèse-là. Il avait une orthèse depuis des années. Et il s'est retrouvé finalement avec la mâchoire, parce que normalement on revient à une position normale le jour, évidemment. Et lui, il s'est retrouvé avec les dents comme ça tout le temps. Alors, ça ne le gênait pas. Est-ce qu'au bout de 20 ans de port d'une orthèse, il n'y a pas d'autres problèmes articulaires qui viennent? Oui, c'est un peu ça le problème. Valérie a 53 ans, elle part pour... allez, on lui souhaite 50 ans d'orthèse, donc ça va être compliqué. Et puis les patients plus âgés, eux, qui peut-être auront besoin d'une orthèse pendant moins longtemps, ils n'ont souvent pas la dentition qui supporte l'orthèse. Oui, il faut avoir une dentition relativement correcte quand même pour pouvoir supporter parce que c'est fixe, hein, c'est une gouttière en haut, une gouttière en bas, elles sont reliées par deux petites biellettes. Oui, il faut pouvoir les supporter. Alors après, j'ai une autre question pour les professionnels, c'est j'ai entendu parler de plastie chirurgicale de la luette, enfin des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est très bon. Oui, alors peut-être un jour on va pouvoir faire une réunion juste pour ça, mais dans le traitement chirurgical du SAS de l'adulte, en fait, l'intervention qui est la plus efficace, c'est de faire de manière chirurgicale et permanente ce que fait l'orthèse toute la nuit, c'est-à-dire faire une avancée bimaxillaire avec une préparation orthodontique avant. C'est une chirurgie qui est lourde. Enfin, c'est pas la chirurgie elle-même qui est lourde, c'est la préparation et la récupération. Mais c'est pas possible pour tout le monde, ça change la physionomie, mais c'est un des traitements possibles du syndrome d'apnée du sommeil. Après, la chirurgie des tissus mous, c'est vraiment au cas par cas. Et donc là, on voulait que ça soit très
maxillofaciale, mais ça fait partie des choses qu'on peut proposer. Mais il y a les deux autres membres du trinôme maxillofacial. Est-ce que vous avez quelque chose à dire dans l'accompagnement de l'orthèse ou au contraire en remplacement d'autres choses? Le point de vue kiné, il va être intéressant dans tous les cas, qui est une orthèse, qui est une PPC, qui est une chirurgie d'avancée mandibulaire ou qui est rien. On va pouvoir, dans tous les cas, espérer améliorer le traitement qu'il y a déjà. Ça sera jamais aussi efficace qu'une PPC qui va diminuer très fortement, voire totalement les apnées du sommeil. Donc ça, faut être clair avec le patient. Mais dans le cas d'une PPC, ça peut fortement faciliter la tolérance de la PPC, parce que quelqu'un qui respire mal, qui respire par la bouche, qui fait des grandes respirations, il va moins bien tolérer la PPC, il va avoir trop d'entrée d'air, il va pouvoir faire des dysphagies. Et ça, on peut aider fortement en kiné, en repositionnant bien la langue, en ayant une respiration nasale. Donc pour la PPC, on peut améliorer la tolérance et parfois diminuer le nombre d'IAH, d'indices d'apnée du sommeil, et du coup diminuer la pression de la PPC. Merci. Pour les orthèses d'avancée mandibulaire, moi je les vois souvent avant qu'ils les mettent. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien, si ça change l'orthèse que tu fais ou pas. Bon, voilà. Et par contre, souvent c'est pas mal de les revoir aussi après, parce que des fois il y a des tensions musculaires qui peuvent s'installer. Sauf si une grosse fixation, enfin une luxation, c'est pas possible parce que c'est décalé, mais c'est une tension, ça pourrait, oui, un peu avant. Je pense que ça peut être bien aussi pendant, au début, pour qu'il soit relax le jour, quoi. Ouais, souvent, effectivement, c'est bien de relâcher un petit peu avant, de détendre au point de vue musculaire tout ce qui va être muscle masticateur, pour avoir une mâchoire plus relâchée et donc pouvoir avoir une meilleure repositionnement au niveau de la mandibule. Et parfois, la kiné toute seule peut être intéressante. Par exemple, là, cette patiente, c'était donc sur un décubitus dorsal, qu'elle a des apnées obstructives. Parfois, juste de la thérapie positionnelle va pouvoir aider. Le fait de se coucher sur le côté, sur un côté gauche plutôt, va diminuer la retombée de la langue en arrière et la fermeture du pharynx. Donc, en fait, on aura moins d'obstruction des voies aériennes, et donc moins de apnée ou d'hypopnée. Et puis pareil, l'alcool, etc. peut aider. Et puis au point de vue kiné pur, on va aussi avoir donc un repositionnement lingual qui va permettre de mieux ouvrir. Johan a fait un lapsus, hein, l'alcool peut aider, oui, ça peut aider, mais c'est pas forcément. Oui. Victoire, on a eu l'occasion de prendre en charge ensemble une patiente de ce genre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider au traitement positionnel, qui est souvent quand même assez désagréable pour les patients? Pour le traitement positionnel, donc on va prendre en compte la globalité des tensions du corps. On va pouvoir relâcher déjà tout ce qui va être adaptation en fait des cervicales à l'oreiller. Et beaucoup aussi le positionnement des épaules. Ce qui pose problème pour les patients, c'est souvent qu'ils sont inconfortables à rester sur les côtés, en fait. Et on a un problème de tension entre les épaules et le cou. Et l'oreiller vient justement combler cet espace. Et parfois, il ne positionne pas assez bien. Donc, on va vraiment essayer de les aider en fait, à s'adapter à l'oreiller, et aussi à traiter les tensions du bas du dos, la région lombaire et tout ce qui peut être diaphragmatique et qui va réguler aussi la respiration. Après, on a aussi une action sur tout ce qui va être les orthèses d'avancée mandibulaire. Justement, on va travailler sur l'élasticité des ligaments, toute l'adaptation à la mandibule. Et c'est là, et c'est intéressant de voir les patients avant que vous mettiez en place le dispositif. Alors j'ai une question pour le docteur Salvi. Est-ce que vous vendez des orthèses thermoformées dans la pharmacie à côté
des gommes de mélatonine. Oui, oui. Il y en a aussi. Alors, ça prend pas beaucoup en officine. Moi, j'ai une histoire. Ma sœur, effectivement, fait de l'apnée du sommeil et elle a essayé ses orthèses qui ne sont pas adaptées à tout le monde. Donc, il faut faire très, très attention parce qu'elles sont énormes. Je travaille le matin, on est comme ça, c'est abominable, ça fait très mal. Donc, je les conseille pas beaucoup parce que Et qu'est-ce que vous en dangereux. Pensez, Qu'est-ce que vous en pensez, Thierry? Moi, j'ai essayé sur Internet. Je me suis dit, tiens, je vais voir ce que ça donne comme produit, en fait. Et c'est pas du tout adapté. Ça fait mal. Ouais, non, c'est pas bon. C'est pas que ouais, c'est gros, mais c'est surtout nous, on fait des empreintes avant, donc c'est sur mesure. Donc là, ça va pas. C'est pas adapté, quoi. Voilà. Non, mais c'est une espèce de moulage. On trempe dans l'eau chaude et puis. Mais honnêtement, c'est pas génial. Moi, j'ai vu un patient comme ça qui, au bout de 5 ans d'orthèse, était comme ça, et c'était avec une orthèse thermoformée. Et du coup, le dentiste c'était peut-être fou, a contre-indiqué une nouvelle orthèse, et puis voilà, on l'a mis sous PPC, voilà. Alain, est-ce que tu veux le mot de la fin sur Valérie? Sur Valérie? Un petit mot. Parce que nous traitons des patients et pas des apnées, il faut se poser la question de savoir si Valérie, il faut la traiter. Parce que Valérie, elle a un syndrome d'apnée du sommeil modéré. Qu'est-ce que ça veut dire modéré? La classification, c'est un index d'apnée-hypopnée entre 15 et 30. Elle a 53 ans, donc elle a toutes les chances d'avoir un syndrome d'apnée obstructive du sommeil modéré. Et il faut savoir si elle est somnolente ou pas, si elle est asymptomatique. Aujourd'hui, on essaye de raisonner en termes de clusters, de phénotypes. Vous avez un pourcentage important de patients apnéiques avec des index d'apnée-hypopnée élevés qui sont ni fatigués ni somnolents. Ils se lèvent de temps en temps la nuit pour aller uriner, mais pas 5-6 fois. Et donc ces patients-là, on ne sait pas s'il faut les traiter. Et si Valérie n'est pas symptomatique, elle a quelques apnées, je ne suis pas certain qu'il faut se poser la question. Le médecin s'est posé la question puisque les symptômes sont souvent niés. Et en donnant une PPC à Valérie, on voit s'il y a une étude, par exemple, qui a montré que les patients sous-estiment leur somnolence avant traitement. Donc le fait de lui donner une PPC permet de voir si elle perçoit un bénéfice ou pas. Elle n'en veut pas. Si elle est asymptomatique, si elle a une 25 apnées, peut-on se poser la question de la laisser tranquille, continuer sa vie, et puis demain est un autre jour? Ok, c'est absolument vrai. Et peut-être que justement, c'était ça l'histoire, c'était qu'il ne fallait pas la mettre sous PPC pour commencer, mais plutôt s'orienter vers les traitements dont on a parlé là. Donc pour Valérie, voilà, je répète, parce qu'en fait, il y a des patients qui viennent avec retard consulter parce qu'ils ont peur d'avoir une PPC. Ou alors, quand à la limite, ils voudraient bien une PPC, mais quand ils nous montrent ce que ça veut dire, pour eux, c'est un truc qui est haut comme ça et un masque de Dark Vador. Donc, en fait, la PPC, c'est pas le seul traitement. Alors, effectivement, s'il y avait une indication formelle à la PPC, parce que modéré, voilà, les symptômes, je suis entièrement d'accord avec Alain, mais c'est une discussion un peu spécialisée. Mais si on a vraiment besoin, si on veut vraiment qu'elle soit traitée par PPC, bah, à ce moment-là, il faut s'aider d'interventions non médicamenteuses. Et d'ailleurs, je veux juste faire un petit parallèle avec la CPTS de Boulogne-Billancourt, où ils sont en train de réfléchir à un parcours spécifique pour des patients comme Valérie qui ont du mal à tolérer leur machine, avec un parcours qui prendrait en compte l'ORL, le kiné, la sophro, l'hypnothérapeute, etc., avec les ressources qu'ils ont à Boulogne, en faisant à la fin une sorte de mini RCP pour orienter le patient et lui prodiguer les soins de soutien à la PPC les plus appropriés. Mais encore une fois, le traitement, de même que toute l'évaluation diagnostique doit être personnalisée, le traitement et la décision thérapeutique doivent être personnalisés et puis partagés avec le patient. Donc, après, vous allez dire tout ce que vous avez comme
comme idée, mais comment est-ce qu'on peut avancer vers un parcours sommeil un peu plus structuré à Neuilly? Bon, déjà, on a fait connaissance, donc déjà, ça, c'est bien. C'est peut-être aussi important de renforcer la sensibilisation du public. Donc, on est plusieurs spécialisés dans le sommeil à Neuilly, et on se fera un plaisir d'animer des actions pour le grand public, mais je pense qu'il faut surtout former et équiper les professionnels de santé pour qu'ils puissent repérer précocement les choses et orienter vers le bon professionnel de santé. Fluidifier le parcours de soins, c'est des fiches pratiques, l'annuaire des ressources, je vois Laure-Hélène qui prend des notes, et puis tout ce que vous pouvez avoir comme idée. Et puis, essayer de développer une vraie coordination. On a vu tous les métiers qui sont représentés là, qui sont absolument... Et encore, on n'a pas tout fait. On n'a pas parlé de santé mentale et sommeil. On n'a pas parlé des troubles du rythme veille-sommeil et de choses plus exotiques. On a besoin aussi d'avoir des accès à des hospitalisations pour faire des perfusions de fer, pour faire des enregistrements plus compliqués. Et puis, peut-être la première étape, c'est de créer ce groupe sommeil de la CPTS. Et pourquoi pas, alors je ne sais pas si c'est quelque chose de politiquement correct, mais s'associer avec des CPTS environnantes pour mutualiser certaines ressources, sachant qu'on a beaucoup de ressources, donc c'est plutôt eux qui vont venir vers nous. Et donc là, on a plusieurs candidats à ce groupe de travail, donc j'espère que vous les rejoindrez. Vous voyez, il y en a, on n'a pas leur photo, mais donc il y en a déjà 3, 4 qui sont dans la table ronde, et puis d'autres qui sont dans la salle. Et voilà, donc on va vous proposer des ressources, déjà tout ce qu'il y a de tout près, mais après on va travailler sur l'élaboration de nouvelles ressources. Est-ce qu'il reste des questions? Parce qu'on a survolé là le sujet. Pour avoir coché l'annuaire, entrer un certain nombre de professionnels, quand un médecin... il y a des médecins qui proposent des polygraphies. Et en fait, je ne sais pas derrière s'ils orientent vers vous selon les chiffres obtenus. Je ne sais pas ce qui se passe ensuite. Après, on pourrait réfléchir à les interviewer. On pourrait réfléchir à une petite fiche signalétique, une petite fiche où ils mettent quelles sont leurs compétences, les pathologies qu'ils prennent en charge. Et on pourrait faire un petit tableau comme ça, je sais pas. Est-ce que ça vous aiderait pour ceux qui orientent les patients vers un enregistrement de sommeil, par exemple, ou même juste une prise en charge de l'insomnie ou une prise en charge du syndrome des jambes sans repos ou autre? De quoi vous avez besoin, quoi? C'est vrai que d'avoir le parcours fléché, aussi, on est confronté à un patient qui, effectivement, syndrome des jambes sans repos, où on suspecte de l'apnée, etc. Ça serait un gain de temps et peut-être d'efficacité pour le patient. Parce que je vois très bien ce dont parle Laure-Hélène, les polygraphies. On va pas se mentir, c'est aussi pour faire de la cotation, parce que voilà, c'est un côté très commercial. En tout cas, en ce qui concerne les médecins généralistes, parce que j'ai été approchée plein de fois par ça, et en fait, on nous loue une espèce de machine qu'on pose, et ensuite, quand le patient y revient, on a un boîtier, c'est vert, orange, rouge. Donc c'est une super analyse et on facture ça aux patients voilà. Après maintenant, ça c'est un petit peu plus durci. Je crois qu'on doit avoir 30 heures de formation ou je sais pas quoi, même pas, ou 10, ou j'en sais rien. Mais donc, en tout état de cause, attention au côté polygraphie. À mon sens, je crois qu'il faut laisser ça aux personnes qui prennent véritablement en charge les troubles du sommeil. Ça, c'est mon avis. Mais oui, pour un parcours fléché, je crois qu'on aime bien ça.
Moi, j'ai juste une petite question, une précision. Avant la prescription d'une PPC ou d'une orthèse d'enseignement mandibulaire, on est bien obligé d'avoir une polysomnographie. Un enregistrement. En fait, effectivement, la prescription, alors pour qu'elle soit prise en charge par l'assurance maladie et la mutuelle. Après, rien n'empêche quelqu'un d'aller s'acheter une PPC au CPAP Store ou de se faire à prix d'or une orthèse même sur mesure. Hein. On voit tout. Mais pour que l'assurance maladie donne son accord pour le remboursement d'un traitement par PPC ou par orthèse, il faut un diagnostic positif. Et en France, le diagnostic positif de syndrome d'apnée du sommeil ne se fait que sur une polygraphie, une polysomnographie. Il y a des pays où c'est que la polysomnographie. Des pays où même un enregistrement simplifié avec juste une oxymétrie et une clinique évocatrice peuvent faire rembourser le traitement. Ce n'est pas le cas en France. Donc, c'est important parce qu'encore une fois, les choses sont plus complexes que juste syndrome d'apnée du sommeil égale PPC. Et c'est très important de bien phénotyper son patient. Alain en parlait tout à l'heure. De plus en plus, on essaye de grouper les patients dans des petits groupes qui ont des évolutions et des réponses au traitement similaires. Et ils font donc une polysomnographie ou une polygraphie. Donc après, il y a toute une cuisine pour nous à faire en fonction de l'index d'apnée hypopnée, des comorbidités. Ça peut être une polygraphie ou une polysomnographie. Mais oui, il faut un enregistrement. Et moi, les horreurs, les pires que j'ai vues en termes de chirurgie, de conséquences d'orthèse, c'était des patients qui n'avaient pas eu de diagnostic. Ils avaient trouvé quelqu'un qui leur avait fait de la chirurgie ou une orthèse sans diagnostic. Tu en as sans doute vu aussi, Alain. Il y avait une question. Alors, c'était pas une question. Je suis Émilie Geffray, je suis diététicienne fraîchement arrivée dans votre localité. Merci. En fait, typiquement, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu une patiente en consultation, jeune femme, 26 ans, qui a eu une ordonnance pour un examen. Donc, j'ai un des deux voilà. Et étant fraîchement arrivée, j'ai pas su l'orienter vers quelques praticiens. Voilà. Donc effectivement, le parcours fléché est très pertinent là, pour le coup. Alors, malheureusement, on n'avait pas de nutritionniste dans le panel parce qu'on ne voulait pas trop se focaliser sur les apnées du sommeil. Mais il y a une vraie relation ping-pong parce que nous, on a des patients, ils ne viennent pas pour leur surpoids ou leur obésité, ils viennent parce qu'ils sont fatigués, qu'ils ronflent. Et après, dans la prise en charge globale, parce qu'ils ont souvent un syndrome métabolique dont parlait Jacques, il va falloir les aider. Et même en ce moment, il y a un forcing pas possible avec les agonistes du GLP-1 dans les apnées du sommeil. Hein, les agonistes, voilà. Le laboratoire Lilly s'est doté d'un conseil scientifique plein de KOL somnologues. Et donc, il faut vraiment un forcing. Et c'est une autre discussion, mais on ne peut pas envisager une prescription comme ça sans soutien d'un nutritionniste. Donc, voilà, on est amené à... Je sais que dans chaque consultation, c'est un des éléments que je cherche, bien sûr, mais je me retrouve forcément, pas contrainte, mais de base, de toute façon, le patient doit obligatoirement retourner vers son généraliste pour obtenir une quelconque ordonnance ou orientation suivante. Mais effectivement, je me retrouve un peu démunie. Eh bien, bientôt, on vous annonce la sortie de l'annuaire. Alors, il y a aussi quelque chose, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous utilisent ça, mais moi, je donne assez fréquemment des avis sur Omnidoc. Avec, en fait, c'est souvent des gens que j'ai formés et qui sont dispersés dans toute la France et qui se posent un problème sur un patient qui a un trouble du sommeil. Et c'est une façon assez rapide, officielle, sécurisée d'avoir un avis. Alors, pas pour ça en l'occurrence, mais quand on ne sait pas trop quoi faire, voilà, il ne faut pas hésiter à demander, ou par mail. Voilà. Alors, juste un truc, dans l'annuaire de la CPTS de Neuilly, je mentionne juste que dans l'annuaire, vous trouvez dans les compétences mention Omnidoc
pour trouver les médecins pour vérifier si le médecin spécialiste du sommeil ou d'autres sont disponibles pour la vie. Et un truc qui marche très bien avec Johan et avec Timothée, c'est Doctolib Silo, parce que c'est très facile de s'échanger des courriers. Et par exemple, quand je vois un patient à qui je prescris une orthèse, et en 3 clics, je mets pour Timothée l'ordonnance, l'accord de la Sécu, le baratin, et lui il me dit voilà, ça marche quand même très très bien maintenant. Vous pouvez aussi le mettre sur Plexus. Et pareil, dans compétences, quand vous consultez Doctolib Silo, c'est bien de le mettre parce que comme ça, le médecin qui veut vous contacter ou le professionnel sait que vous consultez. En fait, l'annuaire. Alors, c'est pas pour Plexus qu'on fait la pub. La plateforme n'est pas 100% ergonomique, mais il y a beaucoup d'informations dedans et vous pouvez qualifier vos fiches, aller cocher les visites à domicile, c'est dedans. Voilà. Plus vous irez remplir vos fiches, préciser, plus l'annuaire sera utile. Et donc, les compétences, il suffit de m'appeler, polysomnographie, polygraphie, demain, ça y est. Et donc, il va falloir derrière cocher qui fait quoi. D'autres questions ? C'est pas une question. Enfin, bonjour, je suis Aurélie Sareva, diététicienne fraîchement aussi arrivée sur Neuilly. C'est pas une question, mais plutôt du coup une remarque qui peut aller de pair avec pour le coup la gériatrie. On peut prendre en charge du coup tout ce qui est syndrome métabolique, prise de poids, enfin obésité, surpoids, mais je pensais aussi du coup au cas de Geneviève, notre dame âgée. On peut avoir un impact sur la prise en charge potentielle de la dénutrition, savoir si madame est dénutrie, si potentiellement elle mange moins, si elle couvre ses oméga 3, qui du coup pourrait avoir aussi un effet sur son asthénie et tout le côté faiblesse musculaire ou autre. C'était juste pour rebondir dessus. Il n'y a pas que les gros ronfleurs, effectivement. Et les insomniaques aussi sont à risque de troubles métaboliques, parce qu'ils ont souvent un sommeil qui est de courte durée, de mauvaise qualité, irrégulier, et tout ça, c'est un facteur de risque métabolique. Donc, effectivement, parfois, on est amené à vous envoyer des insomniaques, pas juste des apnéiques. Moi, j'ai une question. Est-ce que les ronfleurs font forcément de l'apnée ? Je pense à mon frère qui ronfle depuis toujours. Et qui est un genre de camion terrible. Là, la question, c'est est-ce qu'ils font forcément de l'apnée ? S'il ronfle votre honorable frère comme un camion, la probabilité qu'il ait de l'apnée est d'autant plus importante que le camion fait du bruit. Est-ce que tous les ronfleurs font de l'apnée ? Non. Est-ce que ça existe vraiment en clinique ? Ça, c'est une question que je me pose à titre personnel. C'est écrit dans la littérature que ça existe, mais est-ce que ça a une signification clinique et pas seulement physiopathologique ? C'est un autre sujet. Donc, on peut ronfler, ne pas faire d'apnée. On peut ronfler, avoir un syndrome des hautes résistances des voies aériennes supérieures. Et puis, on peut ronfler et faire de l'apnée. Et plus vous ronflez fort, enfin, plus la personne ronfle fort, plus le risque est élevé, en sachant que cette corrélation n'est pas très large. Voilà. Merci. Il y a un signe qui est assez sensible et assez spécifique, ça s'appelle le signe du coup de coude. Alors, c'est pas une blague, hein, il y a un papier américain qui montre ça. Donc, le coup de coude du conjoint. Et alors, il y a 2 coups de coude. Il y a le coup de coude contre le ronflement et le coup de coude pour faire reprendre la respiration. Donc, le deuxième est beaucoup plus spécifique des apnées du sommeil que le premier. Donc, voilà, il faut interroger l'entourage. Merci. Mais il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Alors, après, s'il est ronfleur, que ça ne dérange personne et qu'il n'a aucun symptôme, il ne faut pas l'embêter, hein, parce que si on l'enregistre, on va lui trouver des apnées du sommeil et on va s'arracher les cheveux, de quoi en faire. Donc, s'il se plaint de rien, il faut le laisser tranquille. S'il veut un traitement du ronflement ou s'il a d'autres symptômes, là, c'est autre chose.
Merci. Oui, d'ailleurs, Valérie, là, Alain, tu disais elle est asymptomatique. Elle est peut-être pas très symptomatique, mais monsieur, il l'était quand même. Merci beaucoup. Mais vous dites que s'il n'est pas symptomatique dans la journée, on ne traite pas, mais ça fait quand même partie des facteurs de risque cardiovasculaire, d'augmentation de... Alors, en fait, il y a des mécanismes intermédiaires qui permettent de relier les apnées du sommeil, avec les baisses répétées du taux d'oxygène et les micro-éveils, avec des anomalies cardiovasculaires. Donc, on a dit pendant des années, quand on a des apnées, ça favorise ces mécanismes intermédiaires, et du coup, ça favorise l'hypertension, l'AVC, l'infarctus, machin. Pour être sûr que c'est vraiment un facteur de risque, il faudrait qu'on puisse montrer que quand on traite les gens par PPC, on renverse ce risque. Donc ça, c'est quelque chose auquel les chercheurs se sont attelés depuis, je crois, 40 ans. Quand on a commencé à faire des essais cliniques randomisés, on s'est rendu compte que en fait, la PPC, ça ne protégeait pas du tout. Après, on s'est rendu compte qu'en fait, les patients dans ces essais cliniques, ils n'étaient pas du tout nos patients. Ils n'utilisaient pas leur machine. Ils n'étaient pas symptomatiques. Donc, en fait, on se retrouve avec tout un tas de données scientifiques qui disent que peut-être que ça améliore le pronostic cardiovasculaire de traiter les apnées, mais on n'en est pas sûr. Donc, dans cette situation, on recentre tout autour des symptômes. Évidemment, quelqu'un qui a des apnées abominables avec énormément de désaturation en oxygène la nuit, on va faire la course aux symptômes, on va essayer de trouver des raisons de le traiter. En gros, on va le traiter. Mais des patients comme Valérie, là, s'il y a un certain nombre de choses qu'on ne voit pas la nuit, on va être beaucoup moins insistant avec la PPC qu'on l'était il y a 20 ans. Et en fait, cette notion, elle n'a pas encore atteint tout le monde. Donc il y a des gens qui ont des apnées très modérées, voire légères, qui n'ont pas de désaturation en oxygène, qui n'ont pas raison d'être traités, à qui on colle une PPC en disant ça va vous éviter de faire un infarctus. Donc il y a quand même intérêt à ce qu'il ne fasse pas l'infarctus 15 jours plus tard parce qu'il fume 2 paquets par jour, ce qui est quelque chose qui arrive. Voilà, donc il y a des arguments pour dire que quelqu'un qui fait des apnées monstrueuses d'une minute avec une saturation en oxygène qui descend à 60%, oui, évidemment, il faut le traiter parce qu'on sait que c'est mauvais pour les artères. Mais il faut être très, très prudent dans cette relation entre traitement et prévention du risque. Tu es d'accord, Alain ? Tout à fait. Alors, il y a eu un papier extraordinaire qui est sorti il y a une quinzaine de jours dans le Lancet, fait par une équipe française franco-américaine, et je crois qu'il y avait des Australiens, qui ont fait une revue systématique. Une revue systématique, comme vous le savez, c'est l'analyse de plusieurs études. On pose une question et on regarde quelles sont les études qui peuvent être identifiées pour entrer dans le groupe d'études et qui permet de répondre à une question. Et la question était, est-ce que l'apnée obstructive du sommeil est associée à une augmentation je crois que c'est la mortalité cardiovasculaire ou le risque cardiovasculaire. Et dans cette revue systématique a montré que oui. Mais il n'y a pas encore d'études de phénotype qui permet de dire pour répondre à votre question, est-ce que les patients asymptomatiques sont moins ou plus à risque de maladies cardiovasculaires. Et comme l'a dit Sandrine, les études jusqu'à présent, sauf cette revue systématique, sont plutôt contradictoires. Mais là, il y a eu un cap de passé qui montre qu'il y a une association entre l'apnée obstructive du sommeil et le risque cardiovasculaire. Alors, faut-il traiter les asymptomatiques? On ne sait pas. Mais on se pose la question. Alors, parfois, on n'ose pas ne pas les traiter. Alors, juste pour être très cynique sur l'étude dont tu viens de parler, c'est quand même quelque chose qui pourrit beaucoup le monde de la somnologie. Le premier auteur et plusieurs auteurs de ce papier sont employés par un fabricant de PPC. L'autre chose, c'est aussi, on a montré que, en fait,
on a parlé beaucoup de phénotypes. Il y a des patients qui sont observants à leur traitement, au sens large, à la PPC, mais aussi aux statines, aux antihypertenseurs. Ils vont mettre en place les conseils d'hygiène de vie qui leur étant donnés. Ils vont faire de l'activité physique, ils ne vont pas rouler trop vite. Ils vont avoir une durée de sommeil correcte. Et du coup, après, c'est un peu compliqué de savoir quelle est l'intervention qui a vraiment eu un impact direct sur ce fameux risque cardiovasculaire qui, la plupart du temps, est en fait plurifactoriel. Mais voilà, je ne peux pas m'empêcher de dire ça parce que, en fait, en 2019, il y a une étude toujours par le même premier auteur employé d'une grosse boîte de matériel de diagnostic et de traitement, qui a publié une étude un peu farfelue où ils ont appliqué une formule mathématique et sur la base de la prévalence des apnées du sommeil dans 15 pays, ils ont extrapolé à 180 pays, donc tous les pays du monde, et pour montrer qu'en fait on est tous malades, on va tous mourir et on a tous des apnées du sommeil. Donc c'est quelque chose, c'est un petit peu comme ce que tu décrivais, Marine, il y a des considérations qui ne sont pas des considérations ni médicales ni scientifiques qui rentrent là-dedans. Mais ce qui est certain, c'est que nous, on doit tout faire pour que nos patients soient observants à leur traitement, parce que plus ils utilisent leur traitement, que ce soit une orthèse, des exercices de kiné ou une PPC, plus ils sont observants, plus ils vont baisser leur risque cardio-métabolique. Donc peut-être sur cette note un peu pessimiste, on va... Ou très positive, parce que finalement, on a tous les mêmes patients. Ouais. Et je trouve que là, ce soir, on a commencé à voir comment on pouvait travailler ensemble. D'où le nom de la CPTS. Merci infiniment pour tout ça.